Comme tous les vendredis, mais cette fois-ci exceptionnellement à un autre horaire, nous sommes en direct d'Israël avec Stéphane Juffa pour Bruxelles-Metula. Stéphane, bonjour. Oui, bonjour Jim et bonjour aux auditeurs de Radio Judaïka. Alors Stéphane, on va analyser avec vous l'actualité internationale et israélienne de la semaine. On a pris une habitude, tous les deux, c'est de conclure avec l'actualité sportive qui touche Israël. Mais cette fois, on va commencer avec l'actualité sportive du foot, de l'Europa League et un match nul de l'Hapoel Be'er-Sheva à Southampton, ce qui signifie une qualification pour le club israélien pour les 16e de finale. Stéphane, comment on a vécu ce match en Israël ? Avec beaucoup de passion, Jim, avec beaucoup de passion. C'était depuis le début de l'an 2000, l'année 2002-2003, qu'on avait l'Hapoel Tel Aviv, qui avait même dépassé ce stade des 16e de finale de Coupe d'Europe. Et puis on avait également le Maccabi Tel Aviv qui était très bien placé sur le vieux continent. Mais ça faisait quand même longtemps. Alors hier, on devait absolument, Hapoel Be'er-Sheva devait absolument revenir de Southampton, du fameux stade St. Mary, qui est un stade extraordinaire, mais bondé de 33 000 supporters anglais et de 1200 supporters de Be'er-Sheva qui faisait presque tout autant de bruit. C'était un endroit assez délicat. Il fallait ramener absolument un résultat nul, mais pas vierge. Il fallait au minimum marquer des goals, si possible gagner. Eh bien, Be'er-Sheva a rempli son contrat. Ils ont terminé le match sur le score de 1-1. Ça leur suffit. Ils sont donc qualifiés, comme vous l'avez dit, pour la phase des 32 ou les 16e de finale. C'était un drôle de match, très tendu, très tactique, mais au demeurant, faut le dire aussi, correct, tout à fait. Il s'est pas passé grand-chose en première mi-temps. En deuxième mi-temps, les Anglais ont tiré les premiers. Ils ont fait le siège du but de Doudou Goresh et ils ne sont pas parvenus à marquer. C'est au contraire à la 79e que Maor Bouzaglou, d'un magnifique tir croisé, a ouvert la marque, et là, c'était presque fait. Il restait donc 11 minutes pour ne pas encaisser 2 goals, et on a réussi cet exploit. On a bien encaissé un but à la 91e minute, c'est-à-dire 1 minute dans le temps additionnel, mais ça ne suffisait pas pour les Anglais pour éviter la disqualification. Donc ils sont exclus de l'Europe, tout comme l'Inter de Milan qui a été battu 2 fois par Hapoel Be'er-Sheva, une fois 2-0 à Milan, c'est pas n'importe quoi, et une fois 3-2 dans le stade Toto Turner à Be'er-Sheva. Alors ce qui fait plaisir, Jim, c'est pas seulement les résultats, c'est la manière. Manière tranquille, pas de panique, une très bonne gestion, un excellent entraîneur, Barak Bahar, qui vient d'ailleurs de chez nous, d'ici, du doigt de la Galilée. Il a été défenseur à Hapoel Kiryat Shmona et puis ensuite entraîneur. Il a connu la joie d'être champion d'Israël avec notre petite équipe de Kiryat Shmona. Et puis maintenant, il est à Be'er-Sheva et on parle beaucoup d'une promotion dans un grand club européen pour la fin de la saison et peut-être malheureusement avec d'autres joueurs de Be'er-Sheva. Maintenant, on est en 16e de finale et comme l'a dit l'entraîneur Barak Bahar, c'est pas fini parce qu'on a des arguments à faire valoir, parce qu'on a de très bons joueurs. Et puis, il y a une autre chose qu'on doit dire à nos auditeurs, c'est qu'en Israël, on est limité à 5 étrangers par club, alors que c'est pas le cas en Angleterre. Et Southampton a été éliminé par Be'er-Sheva tout en ayant autant de joueurs étrangers qu'ils le désiraient. Et c'est un petit peu la généralité en Coupe d'Europe. Donc beaucoup d'Israéliens dans l'équipe et puis une bonne chimie, une bonne tactique, une volonté extraordinaire. C'est un nouveau football, c'est le réveil du football israélien. On en a parlé lors de nos dernières émissions, on l'espérait, et là franchement c'est fait.
on a une équipe de haut niveau de football européen qui peut encore passer quelques stades dans cette compétition, et on l'espère qui peut maintenir, stabiliser les choses pour les années à venir. On rappelle aussi que Beersheva a 10 points d'avance au classement du championnat d'Israël, et c'est vraiment l'équipe en forme de cette saison. Son dernier match en championnat, il l'a remporté contre Ashdod par 5-0, et ça devient presque une habitude pour ce club qu'on appelle les chameaux parce que c'est le club du désert du Negev. Eh bien, chapeau, tout le monde lève le chapeau, que ce soit en Angleterre, très fair play dans leur défaite, ou que ce soit tout le monde en Europe et en Israël. On va attendre Jim, on va attendre lundi après-midi. Je pense que vous allez le faire aussi pour les équipes belges qualifiées, pour savoir qui de Rome, Tottenham, Schalke, Lyon, Saint-Étienne, etc. vont être les prochains adversaires d'Hapoel Beersheva. Mais voilà Stéphane pour cette analyse de l'actualité sportive. Ça pourrait aussi être Gand, Genk ou Anderlecht qui se sont tous les trois qualifiés. On a vu Hapoel Beersheva qualifié sur un but de Maor Bouzaglo. C'est un ancien du Standard de Liège, le Standard qui est la seule équipe belge qui n'a pas réussi à se qualifier pour la phase prochaine de l'Europa League. Stéphane, on quitte le sport, on passe maintenant à la politique, on passe à l'actualité israélienne. On a entendu parler cette semaine d'une possible rencontre entre Netanyahou et Mahmoud Abbas, demandée par le président François Hollande via l'ambassadrice d'Israël en France, l'ambassadrice de France en Israël plutôt. Stéphane, tout d'abord, est-ce qu'une rencontre comme ça est possible aujourd'hui ? Oui, elle est possible. Ce qu'il faudra, c'est qu'ils aient quelque chose à se dire. Et bien entendu, on n'a pas besoin de François Hollande qui est en train de faire ses valises à l'Élysée pour organiser une rencontre entre messieurs Netanyahou et Abbas. On signale qu'ils habitent quand même à une distance fort respectable de 14 kilomètres l'un de l'autre, l'un à Ramallah et l'autre à Jérusalem. Donc s'ils ont quelque chose à se dire, et ça arrive, eh bien ils peuvent le faire. Les problèmes sont plus graves. Nous ici à Metula, face au Liban, on se dit que Monsieur Hollande, s'il veut vraiment faire parler de lui sur la scène internationale, pourrait peut-être commencer par faire respecter les principes de la résolution onusienne 1701 que la France avait poussé en 2006 au Conseil de sécurité de l'ONU pour arrêter le conflit avec le Hezbollah, mais personne ne respecte cette résolution et la France ne fait strictement rien pour l'imposer alors qu'elle l'a fait passer. C'est-à-dire que en théorie, il ne devrait pas y avoir de miliciens du Hezbollah le long de notre frontière, ni même et ni surtout peut-être d'officiers iraniens pour les encadrer, alors qu'au moment où nous parlons, eh bien la ville d'en face, Kfar Kilé, est infestée de ces miliciens du Hezbollah, ces miliciens chiites, et on voit se pavaner en uniforme d'apparat ces officiers iraniens. Donc et c'est ça la confiance. C'est comme ça que on pourrait construire en dialogue grâce à nos amis européens, c'est-à-dire commencer par faire respecter ce qu'ils nous ont demandé de faire il y a 10 ans, et puis après la confiance rétablie, peut-être organiser des rencontres de ce genre à Paris, mais pour le moment ça ne nous importe pas énormément. Puis on a un autre problème qui est un problème politique, ça correspond à savoir quelle orientation cette coalition, ce gouvernement veut suivre, parce que rencontrer Abbas c'est bien intéressant, mais on est en train dans ce gouvernement de combattre, de faire le forcing pour créer de nouvelles implantations et pour agrandir celles qui existent, même si elles sont illégales. Alors, on peut pas tout à la fois prôner et parler de la solution à 2 États quand on crée des implantations sur ce qui devrait être le territoire de l'autre État. Et c'est pour ça que pour le moment, on n'a pas grand chose à discuter, on n'a pas grand chose à se dire. Et pour boire un café ou pour manger ensemble, voire pour s'engueuler, eh bien, ça sert pas à grand chose, que ce soit à Paris ou à Jérusalem. On suivra ça de très près, Stéphane, dans nos différentes éditions. On passe à l'actualité internationale. On sait que depuis Metula, de par votre proximité,
géographique et vos contacts. Vous êtes à la pointe de l'analyse du conflit syrien qui est assez compliqué. On essaye chaque semaine de le simplifier pour nos éditeurs de manière à ce que tout le monde comprenne les enjeux sur place. Stéphane, on va parler de l'aéroport de Mezzeh à Damas. Il y a eu une attaque. Tout d'abord, Stéphane, qui a attaqué qui à l'aéroport? Alors si je vous réponds directement, je risque fort d'avoir deux grands officiers qui viennent me chercher pour passer le week-end à l'ombre. Alors c'est dommage, j'aimerais bien profiter des derniers rayons du soleil d'arrière-automne. J'ai pas le droit de vous le dire. Ce que je peux vous dire, c'est que selon des sources étrangères, des sources très bien renseignées, ce seraient les Israéliens qui auraient attaqué l'aéroport de Mezzeh dans la nuit de mardi à mercredi. Alors c'est un grand aéroport, une piste de kilomètres 8. C'est un aéroport en principe mixte avec 3 quarts militaires, 1 quart civil. Surtout, il se trouve à 4 kilomètres du palais des Al-Assad. Et c'est sur cet aéroport de Mezzeh que sont parqués tous les jets de la famille quand ils s'en vont à l'étranger ou quand ça sent trop le roussi, c'est depuis là qu'ils décollent. Puis l'aéroport de Mezzeh, c'est aussi le centre du renseignement de l'armée de l'air, le plus puissant, le mieux organisé de l'armée gouvernementale syrienne. Il y a aussi une immense prison où on torture et on tue des gens. Mais ce qui nous intéressait, la raison pour laquelle cet aéroport a été attaqué, c'est qu'en surface et dans des entrepôts souterrains, il accueille des armes de destruction massive et des munitions parmi les meilleurs, les plus performants de ceux dont dispose ce régime. Et non seulement il les accueille, mais cet aéroport est situé directement sur la route qui relie Damas à Beyrouth, et les Iraniens et leurs amis alaouites du régime donc de Damas amènent des armes et des munitions à partir de l'Iran, souvent des objets fabriqués en Russie. Ils les stockent pendant un temps et ils cherchent le moment le plus propice, notamment au niveau des conditions météorologiques, pour les transférer au Hezbollah, au Liban. Et ça, on ne l'accepte pas. On a une politique ici en Israël qui est très très claire, c'est-à-dire que on ne laisse pas passer toutes les armes qui pourraient changer le rapport de force existant entre nous et le Hezbollah. Parlant de cela, nous parlons des missiles sol-sol et des missiles sol-air. Alors à la place d'intercepter des camions et des convois, et c'est beaucoup plus facile, on l'a découvert, de frapper directement les aéroports où ces armes sont entreposées, et notamment cet aéroport de Mezzeh, Jim. Et c'est une opération qui suit d'une semaine une autre opération du même genre, où on a à nouveau empêché les Iraniens et les Alaouites de transférer des armes au Hezbollah. Et pour ce faire, on utilise diverses techniques, dont la toute nouvelle version du missile Popeye. C'est un missile fabriqué en Israël que l'on tire le plus souvent à partir du Liban, parce qu'au Liban, il y a moins de défense antiaérienne, donc moins de menaces pour nos pilotes et pour nos avions. Donc, à une distance de 30 à 50 kilomètres, eh bien, on a une précision à l'impact qui est de l'ordre de 1 mètre ou même moins. C'est ce qui nous permet absolument de neutraliser ce qui nous dérange, que ce soit des terroristes ou, comme dans les deux derniers cas, dans les deux derniers raids, que ce soit des armes de destruction massive, des missiles et des missiles anti-aériens. Donc, il semble qu'on soit au point. Et puis également, Jim, ces tirs de loin sans fendre l'espace aérien syrien nous permettent d'éviter des rencontres avec l'armée de l'air russe qui se trouve pas très loin d'ici à Tartous, et on essaye dans le cadre de ce qu'on appelle la déconfliction ou deconfliction, c'est-à-dire non pas une alliance ni même une amitié avec les Russes, mais simplement les accords qui nous permettent de s'éviter dans le ciel. Eh bien, en tirant ces missiles de loin, ça nous permet d'éviter ces embrouilles et d'éviter par maladresse de nous trouver entraînés dans un conflit que nous ne désirons pas, comme aucun pays normal, avoir avec la Russie.
Alors Stéphane, il nous reste un dernier sujet à analyser avec vous, toujours concernant le dossier syrien, c'est la ville d'Alep. On a eu une annonce, c'est la Russie, l'allié de Bachar el-Assad, qui a annoncé hier un arrêt des raids aériens et des tirs d'artillerie de l'armée syrienne sur les quartiers rebelles d'Alep. Stéphane, on sait que les Russes ont été assez réticents quant à ces cessez-le-feu. Qu'est-ce qui les a poussés à accepter cette fois-ci ? C'est pas cynique, mais c'est malheureusement vrai. Il n'y a plus rien à démolir à Alep. 70% de la vieille ville est conquise. Dans le reste des maisons complètement démolies, les civils et les quelques combattants rebelles se terrent. Le plus grand quartier rebelle à l'est, il est pratiquement pris. Il reste en bastion complètement encerclé. Les Russes ont déversé des milliers de tonnes de bombes sur cette ville. Cette ville a l'apparence, vue de satellite, de la surface de la Lune, avec une violence extraordinaire, ne faisant aucune différence entre les positions des combattants et les maisons, les appartements des civils, et également comble du dispositif, du mode opératoire russe. Eh bien, en démolissant également les hôpitaux qui restaient, en tuant le personnel médical qui soignait les milliers de gens blessés et mutilés par les combats. La Russie de Poutine ici a montré son vrai visage, et maintenant il y a vraiment plus de guerre à mener. On est à la fin de cette opération, tout est détruit. Alors on peut bien au niveau international, et souvent par rapport aux populations occidentales qui n'ont pas suivi comme nous jour après jour le déroulement de cette bataille d'Alep, eh ben on peut bien avoir un faux geste de seigneur en disant eh bien, puisque nous avons gagné, nous allons décréter un cessez-le-feu. Mais c'est pas vrai du tout. En fait, Monsieur Poutine suit un pari très très risqué, c'est-à-dire que n'ayant pas exactement les moyens militaires de ce qu'il fait, il fait un pari, Jim. Son pari, c'est sur le fait que les autres, c'est-à-dire Israël, les Turcs, les Américains qui sont très présents dans la région, les Européens aussi, eh bien que toutes ces armées de pays normaux ne veulent pas une confrontation avec la Russie. Alors disons-le très clairement et simplement, si au niveau purement technique et militaire, Israël décidait de neutraliser le contingent russe qui se trouve en Syrie, je pense qu'en 2 heures ce serait fait. Les bateaux dans le port de Tartous et notamment le porte-avions amiral Kuznetsov pourrait être coulé très très facilement, notamment avec les mêmes missiles Popeye que ceux qui ont sévi à Mezzeh, ainsi que les deux bases qui se trouvent un petit peu plus au nord, à Latakié, et même les bateaux qui se trouvent dans la mer Noire. Mais alors, qu'est-ce qu'on aurait au niveau politique? On se trouverait en guerre avec les 250 millions de Russes, et ça, c'est exactement ce que nous voulons éviter, tout comme les Anglais, les Américains, les Européens, enfin, et les Turcs, tous ceux à qui ça pourrait arriver. Donc, c'est un pari, c'est-à-dire que on a un personnage, Vladimir Poutine, qui veut, qui mise en fait sur ses ennemis, sur la sagesse de ses ennemis, pour continuer à broyer, et c'est le terme, le territoire syrien. Alors, vous me poserez la question, mais comme on n'a pas le temps, je la pose moi-même. Quel est son objectif, ce faisant? Eh bien, son objectif, il est assez simple. Il tente de se saisir de cartes stratégiques en proposant à la fin de lâcher Assad. Lâcher Assad, ça veut dire le confiner dans l'Alaouitistan, qui est la partie à l'extrême ouest de la Syrie, en disant aux Alaouites, maintenant vous vous repliez. C'est pour ça qu'il a été important de nettoyer Alep, mais aussi les autres villes de l'ouest, Hama et Homs. Donc la proposition que va faire Monsieur Poutine, c'est nous allons lâcher, nous allons confiner les Alaouites dans cette espèce de Bantoustan à l'ouest de la Syrie, et en échange vous nous fichez la paix avec la Crimée, parce que l'Occident a tendance à oublier que la Russie vient d'occuper et de se saisir de la Crimée et de tout ainsi que de tout l'est
de l'Ukraine. Donc c'est en donnant, Poutine, en faisant ce pari, acquiert des territoires et il va bientôt, dans quelques mois, il va de manière très discrète proposer à l'Occident, proposer à l'Europe et aux États-Unis de lâcher Assad pour autant qu'on lui concède les bénéfices territoriaux qu'il a fait en Crimée et en Ukraine. Voilà très simplement et très rapidement posé la tactique, l'objectif stratégique de Monsieur Poutine en exécutant, en tuant des dizaines de milliers de civils qui n'y sont absolument pour rien, qui sont absolument pas intéressés dans ce genre de calcul et de jeu d'échecs, Jim. Merci beaucoup Stéphane d'avoir été avec nous dans ce Bruxelles Metula. Mais c'est toujours avec le même plaisir. On se retrouvera, j'espère, la semaine prochaine. J'en suis sûr Stéphane. Excellent week-end à vous et à tous vos collaborateurs de la Metula News Agency. Et vous de même.